Après une importante défaite aux élections européennes, le président français Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée et déclenché des élections législatives anticipées surprises. Le parti d'extrême droite du Rassemblement national a fait un score historique et remporté 31,5% des votes. C'est le double du résultat crédité au parti de Macron. Ce résultat bouscule l'échiquier politique français en jetant le feu des projecteurs sur la montée du mouvement de la droite radicale dans l'Union européenne. Les Français seront appelés aux urnes le 30 juin et 7 juillet. J'en discute avec Sophie Pornschlegel, directrice à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir, madame. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, cette décision d'Emmanuel Macron a déclenché un véritable coup de tonnerre politique. Quel est son calcul politique, à votre avis? Je pense que c'est vraiment, non seulement c'était une décision qui était vraiment inattendue, j'étais au Parlement européen dimanche soir, ça a pris tout le monde par surprise, puisqu'on ne s'attendait pas qu'un chef d'État, un décideur national, prennent de telles décisions après une élection européenne. À la base, normalement, les élections européennes, c'est des élections dans 27 États membres de l'Union européenne, et c'est pas nécessairement un test de légitimité pour les gouvernements, mais c'est comme ça qu'il l'a lu. Et donc, on va avoir des élections législatives à la fin du mois, donc dans 3 semaines, ce qui est très très court. En plus, ça arrive justement à un moment où on a vraiment besoin en fait d'une grande légitimité des gouvernements, surtout français et allemands, puisqu'ils vont décider en fait des positions de la Commission européenne, du Conseil européen. Donc c'est vraiment une phase en fait en début de mandat pour l'Union européenne qui est très importante. Alors, avec ce déclenchement d'élections anticipées, le président Macron acquiesce quand même là à une demande du parti adversaire du Rassemblement national, alors qu'il est déjà affaibli. Pourquoi, à votre avis? Je pense que c'est vraiment un jeu politique. Il prend des grands risques. C'est peut-être le fait qu'il est banquier d'investissement. En tout cas, c'est beaucoup de médias qui ont dit ça en France aussi. Je pense que d'un côté, s'il gagne, il prend de la légitimité pour ces 2 années à venir, puisque les élections présidentielles sont en 2027. S'il perd, par contre, je pense que sa tactique politique, c'est de montrer en fait que le Rassemblement national n'est pas capable de gouverner correctement. Ce qui est quand même un grand risque aussi, puisque même si le Rassemblement national a fait une stratégie de dédiabolisation, donc d'avoir l'impression d'être plus modéré et voilà plus gentil, ça reste quand même un parti d'extrême droite. Et le grand problème des partis d'extrême droite, même s'ils ressemblent à des partis classiques, c'est qu'ils ne respectent pas les processus législatifs ni démocratiques, et que le grand problème, c'est qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils risquent très bien en fait de rester au pouvoir et de pas accepter par exemple des défaites électorales la prochaine fois. Et donc c'est quand même un jeu politique qui est extrêmement dangereux. Justement, on a entendu certains appeler à un front populaire de la gauche en France. Pensez-vous que c'est possible réellement? Donc, quand on regarde les résultats des élections européennes, on voit quand même que Raphaël Glucksmann a réussi à s'allier entre Place Publique et le Parti socialiste et à faire, je crois, à peu près 15% des voix, ce qui était vraiment pas mal. Mais le grand problème du paysage politique en France, c'est que les partis de gauche sont extrêmement fragmentés, surtout entre la France insoumise de Mélenchon, le PS qui a peut-être pas très bon dans les sondages ces dernières années, et que donc en fait ils n'arrêtent pas de pas être d'accord entre eux et d'être très divisés. Et la grande question maintenant, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire front commun dans les 3 prochaines semaines, à vraiment avoir un programme politique qui tient la route pour faire face justement à cette montée du Rassemblement national qui était, comme vous l'avez dit, à 31,5% pendant les élections européennes. Peut-être encore un point important, c'est que les élections européennes, souvent, c'est des élections justement qui sont aussi des votes contre le gouvernement. Je pense que pour les élections législatives, on est quand même sur une autre manière de voter, donc je pars du fait, ou bien j'espère en tout cas, que peut-être le vote RN ne sera pas tout aussi élevé et qu'il y aura quand même plus de personnes aussi qui vont voter pour des partis plus modérés, même si ça reste à voir, puisqu'on a aujourd'hui entendu qu'Éric Ciotti des Républicains comptait faire alliance avec le RN. Donc ça dépend vraiment de ces partis plus du centre, comme les Républicains, l'UPS, comment est-ce qu'ils vont se positionner et s'ils vont réussir vraiment à avoir une alternative politique qui tient la route. Alors, vous parliez tout à l'heure de la montée de l'extrême droite dans les pays européens. On voit vraiment une grande percée. Alors, contrairement à la stigmatisation à laquelle elle a fait face dans le passé, le mouvement de l'extrême droite continue d'élargir sa légitimité. On le voit en Autriche, aux Pays-Bas, par exemple. Qu'est-ce qui explique l'attrait de ces partis en Europe?
Je pense que c'est plusieurs facteurs qui jouent, donc je pense qu'il faut surtout faire attention à pas trouver des réponses trop faciles à cette montée d'extrême droite qui est quand même très différente dans plusieurs pays européens, même s'il y a certaines tendances communes. Les tendances communes, c'est quand même une grande peur en général, une grande incertitude politique, une volatilité aussi du contexte. On a quand même passé énormément de crises avec la pandémie, la guerre d'agression en Ukraine, enfin de la Russie. Donc c'est vraiment une situation politique, un coût de la vie aussi qui a augmenté. Et je pense que c'est beaucoup de facteurs qui jouent et qui rendent les gens très frustrés parce qu'ils n'ont pas l'impression en fait que la politique change les choses. Donc c'est surtout aussi un vote de protestataires, mais on voit aussi, par exemple en Allemagne, qu'il y a 16% pour l'extrême droite dans un pays qui traditionnellement est quand même a très fortement une responsabilité historique pour faire en sorte qu'on n'ait pas de nouveau un nazisme qui monte. Et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont aussi ouvertement racistes, xénophobes, sexistes. Donc c'est aussi vraiment une idéologie qui est en train, plus généralisée, où la société se droitise. Bien entendu, les réseaux sociaux n'ont pas aidé non plus, ni les médias qui ont tendance aussi à vraiment donner beaucoup de visibilité à ces partis. Justement, vous mentionnez un peu plus tôt l'immigration, le pouvoir d'achat également, qui, on le sait, sont au cœur des tensions politiques qui motivent les électeurs européens. Comment envisagez-vous le futur, la rapprocher là dans l'échiquier politique? Alors, quand on regarde simplement les institutions européennes, je pense que le Parlement européen va être capable de continuer à faire de la législation. Je suis beaucoup plus inquiète pour le Conseil, donc là où sont vraiment assis les États nationaux, donc les décideurs nationaux, puisque là, on a quand même un Viktor Orban en Hongrie, une Meloni en Italie, un gouvernement maintenant qui va être une alliance avec l'extrême droite aux Pays-Bas. Et ces pays jouent énormément, bien entendu, sur la direction politique et les priorités qui vont être prises au niveau européen. Et ça risque d'être beaucoup plus compliqué, en fait, de trouver des solutions à toutes les crises qu'on a. Et on l'a vu très fortement avec le Pacte vert, donc la politique environnementale de l'Union européenne, où il y a eu vraiment une instrumentalisation politique, malgré le fait qu'on ait une crise climatique et qu'on sait très bien qu'il faut vraiment qu'on change nos manières de faire, surtout en économie, et qu'on sorte par exemple des énergies fossiles. Et ils vont faire tout le contraire, et c'est ça le problème, c'est qu'ils proposent des solutions simplistes à des problèmes très très complexes, et que malheureusement ça fonctionne. Parlons des secousses du séisme français. Est-ce que ça pourrait se faire ressentir dans le reste de l'Union européenne? Ah oui, tout à fait. Donc la France est quand même un des plus grands pays dans l'Union européenne. Il y a 27 États membres. La France et l'Allemagne sont vraiment les deux plus grands. C'est aussi eux qui souvent prennent l'initiative. Ça ne suffit pas, bien entendu. Il faut s'entendre avec beaucoup d'autres pays aussi, mais c'est eux qui souvent prennent des initiatives. Et si on a non seulement un Macron qui est affaibli au niveau domestique, enfin au niveau intérieur, avec un gouvernement potentiellement d'extrême droite, ça va jouer au niveau européen puisqu'on va pas réussir en fait à avoir un couple franco-allemand et on va avoir un des pays principaux qui va manquer en fait au niveau européen. Et quand on regarde de manière générale comment le Rassemblement national s'est comporté envers l'Union européenne, on voit très bien qu'ils sont anti-européens. Ils sont plus pour le Frexit, mais on voit très bien qu'ils vont vraiment essayer de tout reprendre au niveau national. Ce qui est très bizarre puisqu'au final, en fait, c'est dans l'intérêt national de trouver des solutions européennes face justement à la Chine, face à la Russie ou même avec les États-Unis qui sont aussi beaucoup plus protectionnistes. Oui. Sophie Parnschlegel, merci beaucoup. Merci beaucoup.